Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce test du Blu-ray 4K UHD du film True Lies de James Cameron. Je dois bien vous avouer que j'ai hésité à le faire. Cette édition a été si vivement critiquée de toutes parts que je ne voyais pas l'intérêt d'en rajouter une couche. Mais vous avez été nombreux à réclamer ce test et de nouveaux éléments m'ont donné envie de vous refaire une vidéo documentée. Ce sera aussi l'occasion de faire à nouveau appel à David Fakrikian, réalisateur, créateur de la revue DVD Vision et auteur du livre James Cameron l'Odyssée d'un cinéaste, qui m'a permis de dégoter quelques pépites. Installez-vous confortablement, car j'ai beaucoup de choses à vous montrer et à vous dire. True Lies est un film de 1994, tourné sur pellicule au format Super 35 mm par le chef opérateur Russell Carpenter. Les moyens mis à disposition étaient dantesques, puisque lors d'une interview parue dans l'American Cinematographer, il révéla qu'il avait à sa disposition pas moins d'une douzaine de caméras, dont 2 Arri 4BL, 2 Arri 3, 3 IMOS, une Movicam pour le travail au Steadicam, la propre Arri 2C de Cameron, et une Arri modifiée appelée Fastcam qui disposait d'un retour vidéo. Ses objectifs de base étaient des Prime Zeiss et des Zoom Cook. Dans cet article, on apprend aussi que Cameron et Carpenter affirment tous deux que les copies tirées 35 mm et 70 mm sont parmi les meilleures qu'ils aient jamais produites. Les copies 35 mm de True Lies sont très bonnes, mais les copies 70 ressemblent à des copies IMAX en comparaison. Cameron attribue cette étonnante amélioration au nouveau support intermédiaire couleur 5244 EXR de Kodak. Le 5244 utilise des cristaux d'halogénure d'argent ultra fins et une nouvelle génération de coupleurs de couleurs avancés pour produire des images plus propres et plus nettes avec une granularité considérablement réduite. Cette clarté est particulièrement visible dans les noirs du film que Cameron décrit comme à l'épreuve des balles. Gardez cela dans un coin de votre tête parce que la netteté, la granularité et le noir du film à l'épreuve des balles, on va y revenir. Le film fut finalisé en 2.39/1 pour la salle, et sera disponible sous de nombreux formats pour la partie home vidéo. Il y a eu entre autres une première VHS full screen en 1995, un Laserdisc widescreen et Pan and Scan la même année, une nouvelle édition VHS widescreen en 1996, une nouvelle édition Laserdisc en 1998 avec une piste DTS, un premier DVD Zone 1 4 tiers letterbox en 1999, une version DVHS en 2003 qui est à l'origine de nombreuses versions de streaming, et le fameux Blu-ray espagnol en 2020. En 2022 est apparue sur la plateforme Hulu une nouvelle version du film, et ça, on va aussi se le garder pour plus tard. Cette nouvelle édition nous est présentée en HDR10 et Dolby Vision. On trouve un nouveau mix en anglais Dolby Atmos, et notamment une piste française en DTS HD High Resolution. Les suppléments sont inclus sur le Blu-ray Full HD. Il y a un nouveau documentaire La peur n'est pas une option en HD de 43 minutes environ, et les archives qui comprennent des bandes annonces, le script original, des storyboards, des plans, des photos et des affiches du film. Vous avez voulu que je teste? Alors on va tester, mais je vous préviens, je n'ai que des mystères et pas le moindre début de justification. Officiellement, le film a été rescanné. Les travaux de restauration ont une fois de plus été réalisés par la société Park Road. Il se trouve qu'en regardant une démo datant d'une dizaine d'années de la société Reliance Media Works, qui avait déjà œuvré sur la restauration de Titanic, on aperçoit des plans de True Lies. Des travaux de restauration ont en effet eu lieu vraisemblablement vers 2012. Des bruits ont circulé pour une éventuelle sortie Blu-ray fin 2018. On peut d'ailleurs apercevoir dans ce clip des plans de The Abyss dont l'étalonnage concorde avec la dernière version, même si la démo est en SDR. Donc je ne sais pas si le scan est récent ou s'il dort dans un coffre depuis des années. Quoi qu'il en soit, les sources semblent différentes de celles qui ont servi aux précédentes versions. L'image, tant au niveau de la géométrie, de sa qualité et de son étalonnage, est différente. Elle a été nettoyée. Si on regarde cette image, on voit des salissures communes aux versions DVD, DVHS et streaming qui ont disparu de la nouvelle version. Les plans semblent aussi avoir été stabilisés. Comme le film a été tourné en Super 35, il y a beaucoup de marge en haut et en bas de l'image, ce qui donne de la latitude pour recadrer. Je sais qu'on peut faire des miracles en étalonnage, mais j'ai beaucoup de mal à croire que l'on puisse arriver à cette image en partant de la même source qui a servi à fabriquer cette version. Mais, car il y a toujours un mais, comme avec The Abyss, on a des plans très similaires aux versions précédentes. Il est donc bien difficile d'établir avec certitude l'origine des sources qui ont servi pour cette nouvelle version. Ce sera notre mystère numéro 1. Pour vous faire des comparatifs, j'ai récupéré les versions suivantes. La version VHS, alors oui, je vous entends rigoler, vous vous dites quel intérêt, soyez patient. Le DVD Zone 1
en 4 tiers letterbox, le DVD zone nœud en 16 neuvième, la fameuse version DVHS en HD entrelacée, le Blu-ray espagnol lui-même issu de cette DVHS, une bande-annonce 35 mm de l'époque, une version HD hybride en open matte qui correspond à la version utilisée par la chaîne Stars, mais avec du grain, et surtout la version Dulu. Et là, vous n'allez pas en croire vos yeux, il s'agit de la même source, avec le même étalonnage que l'édition 4K de 2024, mais en SDR, avec du grain, et sans les retouches de Park Road. Donc, sachant que cette version existait et a été validée pour diffusion, on peut se demander pourquoi ils ont voulu encore aller plus loin, et pourquoi il a fallu attendre 2 ans pour aboutir à cette nouvelle version. Ce sera notre mystère numéro 2. Si je prends des images de la séquence qui a affolé la toile, en comparant avec la version 4K HDR, on voit très bien que le niveau de retouche n'est pas du tout le même. Le grain est bien présent, et les contours ne sont pas renforcés. Alors, pourquoi ? Pourquoi plusieurs versions à partir du même étalonnage ? Je ne parle pas de livrable par rapport aux normes de diffusion, non, je parle de version de film. Pourquoi une version non retouchée et non dégrainée en 2022, et pourquoi cette nouvelle version 2 ans plus tard ? Pourquoi ont-ils fait des retouches aussi poussées ? Car oui, ces retouches sont tellement fortes sur certains plans qu'elles m'ont sorti du film à plusieurs reprises. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la réponse. J'ai bien une idée cependant, mais elle ne répond que partiellement à cette question. En regardant le film de plus près, je me suis rendu compte d'un problème qui, je pense, pourrait expliquer l'emploi de ces outils de façon plus prononcée que sur Abyss, Aliens ou Titanic. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais ce film comporte un nombre stratosphérique de plans où la mise au point est approximative. Je n'y avais jamais prêté attention, parce que forcément en DVD sur les télés de l'époque, ça ne m'avait pas choqué, mais là, je ne vois plus que ça. On a des plans ultra définis, où l'on peut compter les poils de la barbe, et des plans où le point n'est jamais là où il faut, et c'est un festival. Regardez ce champ contre champ, la définition sur Bill Paxton est chirurgicale, sur Arnold, le point est sur sa montre, son col de chemise, mais pas sur ses yeux. Il est mou. On n'ira pas jusqu'à dire qu'il est flou, mais c'est mou. Sur ce plan, c'est Bill Paxton qui parle, le point est sur la voiture derrière eux. Cette scène de dialogue, on n'a jamais le point sur Tom Arnold. Charlton Heston, même combat, totalement mou. Dans ce champ contre champ, on a le point sur Arnold, mais pas sur Jamie Lee Curtis. Cette scène avec Bill Paxton et Jamie Lee Curtis, le point est sur le plan de travail de la cuisine, eux ils sont mous. Bill Paxton devient net juste au changement de plan. Ce plan de Jamie Lee Curtis, c'est mou. Celui-ci, c'est flou. Ce plan sur Art Malik, mou aussi. Ici, on a le point sur la voiture. Là, c'est sur le hublot derrière. Et la liste est encore longue. Je n'ai jamais vu ça. Des plans où il n'y a pas le point, ça arrive, mais à ce niveau de quantité, c'est quand même rare. Alors, ça n'est pas catastrophique, mais une fois qu'on l'a remarqué, on voit qu'il y a une grande disparité sur tout le long métrage. Je ne comprends pas, cela vient forcément du tournage. En effet, si on regarde de plus près la DVHS ou une quelconque version, les soucis sont bel et bien présents. Et forcément, quand on passe en 4K sur une télé de bonne taille, ça devient dur à ignorer. Cela paraît quand même surprenant que Cameron et Carpenter soient si fiers de leur copie 35 et 70 mm avec autant de soucis de mise au point. Sachant qu'en lisant cet article, James et le chef opérateur ne laissent rien au hasard. Ils ont une parfaite maîtrise de toute la chaîne, de la caméra à la pellicule, aux machines à imprimer les versions intermédiaires. Tout est passé au peigne fin et savamment étudié avec des tests pour savoir comment la pellicule va réagir, comment va être le grain, quelle quantité de perte d'informations va-t-il y avoir entre le négatif et les copies de projection. Donc comment on en arrive à ce résultat quand on connaît le niveau d'exigence de Cameron, c'est incompréhensible. Ce sera le mystère numéro 3. Maintenant, je dois vous avouer qu'à y regarder de plus près, je ne comprends pas les modifications apportées par les outils de Park Road, et surtout les choix d'application. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'IA, car encore une fois, on ne connaît pas la nature des outils utilisés, mais à la vue du nombre de plans manquant de définition, pourquoi cette séquence est celle qui semble le plus impactée ? Car quand on regarde la version du nu, ces plans sont loin d'être aussi problématiques que certains que je vous ai montrés auparavant. Et je ne trouve pas que les résultats soient homogènes. Certes, sur Arnold, le niveau de détail est très accentué, mais sur Tom Arnold, je suis désolé,
on a perdu de la matière dans certaines parties de son visage et on a des choses étranges qui apparaissent. Pourquoi renforcer ce plan, qui n'en a visiblement pas besoin, et laisser celui-ci totalement flou? On creuse l'écart et le manque d'homogénéité. Mais ce qui me gêne le plus, c'est ce plan. C'est indéniable qu'il n'y a pas le point, donc ils ont essayé de renforcer. Mais le souci, c'est que la profondeur de cette image est devenue totalement incohérente. On a le point sur cet homme à l'avant-plan avec ses pierres. L'homme à côté est flou. Arnold, lui, est net, alors que c'est son voisin. La table derrière est floue, mais la prise en bas est nette, mais pas le mur au-dessus. Au milieu, on est net sur la chaise, mais l'homme qui est derrière est flou, et la personne qui est derrière redevient nette. Sa voisine est floue, mais pas la pierre qui est au fond juste à côté. Ça n'a aucun sens. On a l'impression que le visage d'Arnold a été rajouté, comme celui de ce figurant. Tout cela combiné à une réduction de grains très appuyée, cela donne parfois des résultats bien loin de l'aspect argentique original. Mais bon, visiblement, James et le grain, c'est toute une histoire. Je ne comprends pas ces choix et ce manque d'homogénéité. Il y a forcément une explication. Ce sera notre mystère numéro 4. Continuons dans le mystère et parlons de l'étalonnage. Mais juste avant de me lancer dans un puits sans fond, je voudrais qu'on prenne 2 minutes pour regarder quelques images d'un autre film un peu plus ancien, lui aussi tourné en Super 35. Le but n'est pas de donner des bons ou des mauvais points, mais de vous faire prendre conscience de ce que je vous montre quand j'affiche une courbe sur un oscillo. Vous voyez cette image de Top Gun? Elle est riche, car elle a une grande dynamique. Même si les intensités lumineuses ne crèvent pas le plafond, on a une grande amplitude entre la partie la plus haute et la plus basse. C'est ce qu'on appelle la dynamique, le contraste, le fameux High Dynamic Range. Vous voyez le signal ici? Il est précis. Il y a des pics et des variations, il n'est pas limité ni écrasé. Si je convertis cette image en SDR, voici ce qu'on obtient en la réimportant dans un workflow HDR. C'est peu ou prou la même chose, sauf que le signal est remappé dans un conteneur plus petit. Il n'y a plus rien qui dépasse les 100 nits, mais attention, le signal est remappé, il n'est pas écrasé. Il garde un peu de détail malgré tout. Le blanc diffus du SDR est calé à 100 nits, celui du HDR à 203 nits. C'est une norme. Par exemple, quand vous regardez un générique, le blanc de la typo n'est pas censé dépasser ces 203 nits. Tout ce qui va dépasser est réservé pour afficher les hautes lumières, les spéculaires et autres brillances. En général, la majeure partie des contenus Dolby sont limités à 1000 nits. Le HDR va aussi permettre de restituer plus d'informations dans les basses lumières. Le but n'est pas de vous donner des noirs complètement noirs, mais de pouvoir descendre très bas tout en gardant du détail. Pareil pour la colorimétrie, le HDR peut permettre d'afficher des nuances qui ne sont pas affichables en SDR et aussi de la saturation dans les hautes lumières que le SDR est incapable de reproduire. On n'a pas besoin d'afficher 1000 nits, mais juste d'avoir la possibilité dans cet espace d'afficher ce que l'on ne pouvait pas voir dans les versions SDR précédentes. Revenons donc à True Lies. Le film a reçu une cure de jouvence. Là encore, je ne rentrerai pas dans le débat du faut-il ou ne faut-il pas modifier une œuvre, mais on peut quand même se poser la question pourquoi un tel traitement sur celui-ci et pas sur Titanic ou Aliens, qui sont des copies quasi conformes de leur version SDR. Honnêtement, quand on voit la qualité de l'image sur les versions précédentes, il en avait bien besoin. On a des images magnifiques, certaines scènes ont vraiment été sublimées avec de superbes détails et une colorimétrie bien plus agréable. Mais comme les retouches de netteté, c'est très loin d'être homogène. Si certaines scènes offrent de beaux contrastes, il y en a quelques-unes où les niveaux de noir ne sont pas si à l'épreuve des balles que ça. Regardons ces images, les noirs sont décollés, ils sont ternes, pour je ne sais quelle raison. Si on compare avec l'ancienne version SDR, regardez la différence. Pareil pour ce plan, les noirs sont totalement décollés. L'image en devient laiteuse. C'est quand même curieux comme parti pris. Regardons les blancs, ils sont carbonisés. Peut-être que c'est une intention artistique, pourquoi pas. C'est vrai que dans les années 90-2000, la mode était au blanc brûlé. Et on le voit déjà sur les anciennes versions, qu'à de nombreux endroits, les blancs sont très élevés. Mais on était en droit d'espérer récupérer un peu d'infos avec le HDR de cette nouvelle version. Malheureusement, sur beaucoup de plans, le signal est totalement écrasé. Regardez cette scène, sur les capots des voitures, il n'y a plus aucune information. Le signal est littéralement amputé, il n'y a aucune nuance. Tout ce qui devrait faire l'apport du HDR
le fait que l'on puisse récupérer de la matière est absent. Ils ont remonté la luminosité sur quasiment tout le film et parfois de façon très prononcée. On a quand même du clipping sur des tissus. Ce ne sont pas des brillances ou des spéculaires sur du métal, c'est du tissu. Du noir laiteux et des blancs à 200 nits, la plage dynamique, elle en prend un sacré coup. Comme je vous l'ai dit, ce manque d'infos dans les hautes lumières n'est pas nouveau. Quand on regarde les versions précédentes, il y a peu de détails aussi. On peut voir déjà qu'on avait des soucis sur les tissus. Reprenons ce plan du skieur surexposé. Alors c'est le moment de sortir la carte mystère. Vous vous rappelez la VHS ? L'info, elle existe. Elle était déjà là sur la VHS, sur le DVD Zone 1, et on peut la voir sur les autres versions aussi. Si on reprend ce plan et qu'on regarde les capots des voitures, je suis désolé, mais sur le DVD Zone 1 et la VHS, l'info, il y en a. Elle a été un peu réduite sur les versions qui ont suivi, avant d'être annihilée dans la dernière version. Et par ailleurs, la version d'Ulu présente les mêmes symptômes. Il y a peut-être du grain, on n'a peut-être pas toutes les dérives sur les retouches, mais l'étalonnage explosé, il est bien là. Alors je vous le demande, comment est-il possible, en rescannant la pellicule, on sorte une version avec moins d'infos dans les hautes lumières que le signal de la VHS de 1995 ou le DVD Zone 1 de 1999 ? L'info, elle devrait être sur le scan. Elle a disparu après. La question est de savoir si c'est intentionnel ou non. Ce sera notre mystère numéro 5. Et là où ça devient comique, c'est que dans cet article, Carpenter nous dit la chose suivante. L'une des principales difficultés de la prise de vue de la neige est que si vous la rétroéclairez, elle devient parfois beaucoup trop lumineuse, ajoute-t-il. Cette situation est parfois avantageuse car elle permet d'obtenir un contraste saisissant, mais elle peut aussi faire exploser la scène. Jim a trouvé une solution à la fois simple et géniale. Nous avons simplement ratissé la neige à un angle de 90 degrés par rapport à la lumière, ce qui l'a complètement cassé et réduit de 2 diaphragmes la luminosité de la neige. J'ai trouvé cela très astucieux. Donc, ils se sont pris la tête au tournage justement pour éviter de brûler la pellicule au maximum, pour qu'au final, tout soit cramé aujourd'hui. J'avoue que je ne comprends pas bien le projet. Et c'est vrai que l'utilisation de la lumière ici avec les impacts dans la neige est absolument magnifique. Enfin, à l'époque où on voyait encore du détail. Regardez cette explosion, toutes les flammes et les fumées ont disparu. Et pourtant elles étaient présentes auparavant. Voici une bande-annonce 35 mm en open matte de l'époque. Même avec un encodage de mauvaise qualité, on peut voir qu'il y a de la matière dans ces flammes. C'est pas grand chose, mais là on a un amas de blanc. Regardez ce plan d'hélicoptère, la fumée est cramée dans toutes les versions antérieures. Mais si on regarde la démo de Reliant Media Works, on voit qu'il y a un peu de matière. À force de vouloir remonter les niveaux, forcément, si l'image de base est déjà un peu surexposée, on augmente le risque de brûler le peu de détails et de nuances que l'on a. Mais il y a tout de même des moyens pour préserver les hautes lumières. Cela a aussi pour conséquence de rendre plus visibles les doublures qui étaient plus ou moins cachées auparavant. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est encore une fois même pas homogène. Parce que sur certains plans, on récupère de la matière malgré tout. Et ce sera notre mystère numéro 6. Ça commence à faire beaucoup. Mais que s'est-il passé avec ce film ? Y a-t-il eu des soucis avec la préservation du négatif ? Juste pour information, parce que certains ne se rendent pas bien compte des enjeux, voici ce que déclarait James Cameron à propos de la restauration du film Titanic. En Super 35, la surface de l'image est plus petite que le négatif original. Il faut donc être plus conscient de la saleté accumulée et des dommages subis par le négatif chaque fois qu'il est manipulé et qu'une copie est tirée. Dans le cas de Titanic, qui a coûté 190 millions de dollars pour 20 bobines, le négatif a coûté environ 9 millions de dollars par bobine de 1000 pieds. Si l'on tient compte de ce qu'il faudrait pour remplacer la bobine, cela n'a pas de prix. Ainsi, à chaque fois que le technicien de laboratoire payé à l'heure sort cette chose de la chambre forte et la place sur une machine à imprimer, il transporte 9 millions de dollars dans ses mains. C'est comme si vous transportiez le bébé de quelqu'un. Vous n'allez pas jouer au catch avec le bébé de quelqu'un trop souvent, alors pourquoi le faire avec votre négatif ? On peut en effet se poser la question quand on voit le résultat. Parce que se donner autant de mal pour rescanner un négatif, courir le risque de l'abîmer, si c'est pour au final sortir une version avec un signal aussi écrasé, c'est un concept. Autant je suis resté plutôt pondéré sur Aliens et Titanic, mais là franchement, coller un sticker Dolby Vision là-dessus, fallait oser.
il est temps de prendre une grande inspiration, sortir à l'altitude 32, afin d'analyser la piste Dolby Atmos avec l'altitude Object Viewer et prier pour que le mix relève un peu le niveau, et Dieu merci, c'est le cas. Le nouveau mix Atmos en anglais est démoniaque. En même temps, il y a matière. Entre les coups de feu, les hélicos, les avions de chasse, les missiles, c'est un véritable spectacle dans tous les canaux. Que ce soit sur de simples extérieurs nuits pluvieux, ou la fameuse scène du Uzi, ou toute la dernière partie du film, tout est prétexte à vous en mettre plein les oreilles et vous proposer une expérience immersive incroyable. Une fois de plus, l'Atmos n'est disponible que sur la version 4K et non sur le Blu-ray HD. Et il faudra se contenter d'une piste DTS française, certes efficace, mais forcément un peu plus timide. Alors le bilan n'est pas fameux, c'est très inégal et franchement décevant au vu de l'attente. Et il y a tellement de choses que je ne m'explique pas. Cette édition est un véritable cas d'école. Cela étant dit, ce n'est pas non plus inregardable comme beaucoup de gens le disent. Ce n'est clairement pas au niveau de ce que j'attendais, mais d'un point de vue qui n'engage que moi, et je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont faire un AVC, je préfère largement cette version que la bouillie aux couleurs infâmes qu'on se trimballe depuis plus de 20 ans. Alors je ne tiens absolument pas à cautionner ce qui a été fait, mais je vais me faire l'avocat du diable. Nous sommes une niche dans la niche. On focalise sur des aspects dont le plus grand nombre se fout totalement. Je pense que si vous prenez 100 personnes au hasard dans la rue et faites un blind test, une minorité infime remarquera les problèmes que je viens d'exposer. La majeure partie passera complètement à côté si on ne leur montre pas et s'en foutra totalement. Parce que malgré tous les reproches faits à ces éditions, les films se sont arrachés et vendus comme des petits pains, et il y a beaucoup de gens qui les apprécient. Je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez. Je voudrais remercier encore David Fakrikian pour son aide inestimable, et je vous invite à aller sur le site dvdvision.fr où les précommandes pour le prochain numéro sont ouvertes, et vous pouvez voir les couvertures de toutes les éditions qui seront disponibles. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie pour votre soutien et vos messages. Partagez ces vidéos, c'est important, cette chaîne est totalement gratuite, non sponsorisée, non monétisée, son succès est vraiment dépendant de vos partages. Je compte sur vous, portez-vous bien, à très bientôt, bye.